Bonjour les amis, c'est Starter, sur ravi de vous retrouver pour reparler de Formule 1 sur la chaîne. Alors oui, je vous avais dit que j'aurais peut-être fait une vidéo sur un Grand Prix de Monaco. Bon ben voilà, je l'ai pas fait, hein. Faut dire qu'il y avait de l'animation en même temps sur Dieppe le même week-end que le Grand Prix de Monaco, hein, puisque c'était le week-end des mises alpines pour les 100 ans de Jean Rédélé, hein, où on avait pu voir une belle démonstration d'une Formule 1 2022 avec une Lotus de 2012. Je vous fais pas dire l'arnaque sur l'histoire, mais enfin bon, Grand Prix de Monaco assez intéressant, hein, qui a été un petit peu perturbé. De toute façon, je vais un petit peu l'évoquer, hein. Mais on est quand même ici pour parler du 8e rendez-vous de la saison. Je vais parler du Grand Prix d'Azerbaïdjan sur le circuit urbain de Bakou, le Street Fighter comme il est vendu, le tracé de 6 km 003 mètres exactement. C'est la 5e édition du Grand Prix. On convient depuis 2016 quand c'était le Grand Prix d'Europe, hein. Oui, parce que l'Azerbaïdjan c'est en Europe, hein. C'est nouveau, ça vient de sortir. Mais depuis 2017, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan utilise donc ce patronyme, hein. Un Grand Prix de 51 tours, 2 zones de DRS, une gamme de Pirelli assez tendre, enfin très tendre même, et surtout des stratégies très classiques, hein, avec un seul arrêt. Enfin, stratégie à un seul arrêt, quand on connaît Bakou, c'est dans la théorie, parce que la plupart du temps, faut dire que les courses là-bas sont très animées, et c'est vrai que c'est un circuit qui déjà est vraiment apprécié de beaucoup, hein, que ce soit des pilotes, des équipes ou même des supporters, des fans. C'est vrai que Bakou nous a vraiment proposé des courses dans le passé assez mouvementées, hein, et même un petit peu polémiques, c'est pour vous dire. Et c'est vrai que ce tracé est quand même techniquement intéressant sur le papier parce que c'est un circuit qui est en ville, qui est assez sinueux, mais aussi qui a une particularité d'avoir des vitesses de pointe très élevées, comme à Monza ou à Jeddah par exemple, puisque les monoplaces arrivent quand même à près de 330 km/h au bout de la grande ligne droite du tracé, grande ligne droite qui fait quand même plus de 2 km de distance, hein. C'est pour vous dire que ça représente à peu près quoi, les 2 tiers de la longueur du circuit, ce qui est quand même pas mal, hein. Et surtout, on a un réglage de voiture assez spécifique pour ce circuit, hein, parce que d'habitude sur un circuit urbain, on met beaucoup d'appui aérodynamique parce que c'est très lent, on n'a pas de grippe habituelle, c'est assez tortueux comme circuit. Sauf que là, les voitures sont chargées avec moins d'aéro, hein, ce qui est tout à fait normal, vu la grande longueur, hein, de cette grande ligne droite. Et surtout, depuis vendredi, on voit une chose, c'est le marsouinage que les voitures subissent dans cette grande ligne droite, hein. Alors, je reviens encore dessus, mais c'est vrai que les voitures n'arrêtent pas de rebondir. C'est phénoménal et même c'est très inquiétant. C'est bien simple, tout le week-end, tout le marsouinage a fait parler, mais vraiment, surtout chez Mercedes, où on entend ces voitures rebondir, l'oscillation qu'il y a en caméra embarquée, ce qui est complètement affolant. De toute façon, je vais l'évoquer surtout pour Mercedes, hein, et puis ça peut aussi cautionner des problèmes derrière, que ce soit pour les pilotes ou même les voitures, ou même pour la Formule 1 en elle-même, parce que voir ces voitures rebondir tout le temps, c'est pas du tout agréable, hein. Et c'est surtout tout le monde qui est concerné, hein, par ces problèmes de rebond, de porpoising, hein, si on veut utiliser le terme en anglais. Et puis surtout, si c'est phénoménal à Bakou, je vous raconte pas quand on ira le week-end prochain à Montréal pour le Grand Prix du Canada, ou quand on ira sur d'autres circuits à haute vitesse, genre Silverstone, Monza, ou même Singapour. Alors Singapour, c'est pas mieux non plus, c'est en ville, c'est très bosselé, ça m'étonnerait qu'on retrouve un billard là-bas. Bon, c'est vrai que voilà, le marsouinage, ça fait parler, et puis dans cette course qui est quand même sous observation, hein, surtout avec le duel Ferrari-Red Bull face à Charles Leclerc et Max Verstappen, duel qui aura tourné court, hein, on va voir ça, et surtout avec un invité surprise, hein, en la personne de Sergio Pérez, hein, qui
est vraiment très à l'aise avec ses voitures 2022. Hein. Il prend un pied comme c'est pas permis. D'ailleurs, il a gagné ce Grand Prix de Monaco vraiment exceptionnel. Il a vraiment très bien choisi sa stratégie. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de voir Checo gagner ce Grand Prix. Bon, déjà, ça prouve que Red Bull peut faire gagner non seulement l'autre voiture, hein, puis surtout, ça rattrape un petit peu de Barcelone, où on l'a senti vraiment crispé à la sortie. Puis nous aussi, on a été un petit peu crispé de voir qu'il n'a pas gagné. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Et puis surtout, si Perez arrive à s'inviter dans ce duel pour le titre, ça pourrait être très intéressant parce que ça fait très longtemps que Red Bull n'a pas eu de coq de son équipe qui peut jouer le titre. Hein. La dernière fois, c'était à l'époque de Sébastien Vettel et Mark Webber. Hein. Bon, certains diront, ouais, mais Weber n'a jamais pu jouer le titre correctement. Dites-le si vous voulez, mais vous prenez des risques. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de voir qu'on a deux pilotes en haut de l'affiche chez Red Bull. Enfin, ça fait plaisir plus ou moins. Hein. C'est pas gagné non plus. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, on a un gros avantage de Red Bull juste avant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Hein. 4 victoires à la suite pour l'équipe autrichienne. Hein. Et surtout, il y a une chose aussi qu'il faut affirmer. Bon, déjà chez Red Bull, oui, ils dominent leur sujet. Chez Ferrari, c'est vraiment la soupe à la crémasse à chaque course. Hein, parce que quand même, là, ça fait 4 succès où ils auraient quand même pu dominer. Hein, que ce soit l'Emilie-Romagne, que ce soit Miami, que ce soit Barcelone, que ce soit Monaco. Attends, c'est marrant. C'est là où Red Bull a gagné 4 fois. Et ça peut être aussi en Azerbaïdjan à Bakou, donc. Et puis une chose, ce qui serait bien de faire oublier, ça, c'est pour la Formule 1, c'est faire un peu oublier de ce qui s'est passé à Monaco, hein, où la direction de course a quand même tardé à faire partir le Grand Prix monégasque. Hein. Bon, d'accord, il y a eu une avalanche, pardon. Depuis quand on fait une avalanche avec de l'eau? C'est où il y a eu donc ces trompes d'eau qui sont tombées sur la piste au moment du départ, où la course a été retardée d'une heure, hein, autant le dire. Mais surtout, il y a eu un peu de friction entre la direction de course, les organisateurs, la FOM et l'Automobile Club de Monaco, avec des histoires, je vous en parle même pas. Mais bon, heureusement, on n'en a pas parlé du week-end. Déjà, ça les sauve, mais bon, dans le doute, on peut dire que de ce côté-là, la F1 a été épargnée, mais ça va pas durer. Je sais pas pourquoi, mais ça va pas durer. Et puis surtout, si vous me permettez de passer un coup de gueule, ah si, mais franchement, ce coup de gueule, faut le passer. La F1 qui nous met en même temps un Grand Prix que les 24 heures du Mans, c'est pas possible. Ils ont pas retenu la leçon de 2016. Parce que je sais pas si vous vous souvenez du Grand Prix d'Europe qui avait lieu à Bakou en 2016. Moi, je m'en souviens pas, c'est sûr. Hein. Moi, je me souviens plus d'une chose à ce moment-là. C'est une Toyota arrêtée devant les stands à 23h56 du terme des 24 heures. Moi, je me souviens plus de ça. Hein. Le reste, balèque. Mais je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque de Jean Todt, autant le dire, c'est peut-être la seule chose de bien qu'il a pu faire quand il était président de la FIA, c'est avoir mis une commission calendrier pour éviter que des grandes courses arrêtent de tomber face à face. Bon, là, un Grand Prix de F1 et 24 heures du Mans, et aussi entre Indy 500 ou un Grand Prix de Formule 1. La plupart du temps, entre ces courses, soit on a des Grands Prix qui sont... Bon, la plupart du temps, on a toujours eu les 24 heures du Mans ou le Grand Prix du Canada. Limite, ça passait encore. Ou sinon, on a toujours le Grand Prix de Monaco et Indy 500. Hein. Pour rappel, Alonso a loupé il y a quelques années le Grand Prix de Monaco parce qu'il allait faire Indy 500. Et d'ailleurs, Jason Button lui laissait un petit souvenir en plissant dans son baquet. Et surtout après avoir mis sa McLaren sur le côté. Enfin bon, je trouve un peu dommage d'avoir remis ce Grand Prix d'Azerbaïdjan en phase des 24 heures du Mans. Même si l'édition 2022 n'était pas une excellente course. Une excellente course, ça dépend si on regarde que le général en 24 heures du Mans. Par contre, en GTO Pro, ça a attaqué. Ça, là-dessus, on pourra le dire. Ça a attaqué très fort. Enfin bon, ça serait bien qu'à l'avenir, je sais que la Formule 1 n'arrête pas de multiplier les courses, tout ça, mais ça serait bien qu'à l'avenir, qu'on arrête d'avoir deux grandes courses majeures, si j'ose dire, face à face, voilà.
c'est autant le dire. Même pour le Grand Prix de Monaco, ça serait bien qu'on ait un week-end du Grand Prix de Monaco seul et l'autre week-end Indy 500 seul. C'est pas compliqué, c'est possible de le faire. Ouais, si, c'est possible. Ils ont bien réussi dans le passé, alors là, pourquoi ils n'y arriveraient pas? Ce qui est un peu dommage. Enfin bon, c'était le petit coup de gueule, hein. Si vous êtes d'accord avec moi, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein. De toute façon, dessus, on pourra toujours gueuler, mais je pense que la F1, la FIA et autres championnats n'y pourront n'y faire grand-chose. Après donc ce petit coup de gueule, je vous propose de passer quand même sur le sujet, c'est-à-dire le Grand Prix d'Azerbaïdjan, et on commence avec les qualifications. On y va. Ces qualifications donc qui ont vu la nouvelle pole position de Charles Leclerc en ce samedi après-midi en devançant les deux Red Bull avec Sergio Perez deuxième temps devant Max Verstappen, Carlos Sainz quatrième temps sur la deuxième Ferrari, il devance George Russell, Pierre Gasly, bonne performance des deux outsiders, il devance Lewis Hamilton qui devance Yuki Tsunoda, ça suit un peu, qui devance Sebastian Vettel 9e temps devant Fernando Alonso qui ferme le top 10 de la qualification. En deuxième partie du tableau, on retrouve un Lando Norris devant son coéquipier Daniel Ricciardo, Esteban Ocon 13e temps devant Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas, très en retrait Bottas, Kevin Magnussen 16e devant Alex Albon et Nicolas Latifi, Lance Stroll 19e, on va l'évoquer justement, et Mick Schumacher 20e et dernier temps. On va dire qu'il n'a pas été verni l'allemand, mais on verra ça un peu plus tard. Et franchement, comme séance de qualification à Bakou, elle a été calme. Contrairement à celle qu'on a connue l'année dernière, où on a quand même eu 5 drapeaux rouges. C'est... Ouais. Je me demande si à un moment on aurait pu faire pire à cet endroit. Ça n'a pas été le cas. Enfin, un drapeau rouge, on n'en a eu qu'un seul pendant cette séance de qualification. Je vais l'évoquer juste après. Il y a juste une chose à évoquer quand même dans cette qualification, c'est que beaucoup de monde est sorti en piste. Voilà. On a eu beaucoup de trafic, tout le monde a voulu sortir dès le début des Q1 et Q2, presque Q3. Ah ouais, personne ne voulait se faire piéger par la moindre neutralisation ou interruption de séance. Ils ont eu raison, c'est pas déconnant. Mais bon, je vous raconte pas le trafic qu'il y avait en piste, c'était un peu impressionnant, ça se gênait un peu. Bon, tout le monde a pu réussir à faire un tour clair, c'est pas le souci, tant mieux. C'est ce qui était primordial. Mais bon, de ce qu'on a quand même vu du seul drapeau rouge qui a été provoqué par Lance Stroll, qui pourtant s'est pris un petit avertissement en faisant un tout droit avant d'entrer dans la vieille ville. Alors, il a été s'encastrer dans les Tech Pro, sans casser son aileron avant, Comme quoi, c'est un bon pare-bluff, l'aileron avant de la Aston Martin. Mais voilà, il a eu un petit avertissement. Bon, c'était rien. Il a repris la piste. Il s'est remis en condition. Il a réattaqué. Et au T2, et il s'est mangé le mur. Voilà. Merci d'être venu pour le Canadien, qui nous a sorti donc ce drapeau rouge et qui nous a mis chiffon l'Aston Martin. Bravo. C'est complètement idiot ce qui s'est passé pour Stroll, je sais pas, c'est... En fait, il a voulu tourner, mais il savait bien que ça n'allait pas tourner. Et puis, comme c'était trop tard pour aller dans l'échappatoire à droite, il s'est mangé le mur. C'est terrible quand même, parce que... voilà, donc déjà, ça ne l'aide pas, puisqu'il s'est quand même qualifié 19e dans cette qualification. Puis surtout, ça donne un peu de travail à son équipe, Bon, on a un aileron avant de casser, on a un demi-train avant droit. C'est un peu dommage, Bon, après, ils ont évoqué un problème de cartographie moteur qui était mal sélectionné. Bon, à la limite, je veux bien, mais c'est un peu dommage, quoi. C'est le fils du patron. Enfin bon, Stroll, pour essayer de le défendre, Depuis le Grand Prix d'Australie, avec le carton qu'il nous a fait sur la Latifi, c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu dommage, franchement, de ce qu'il nous a fait. D'ailleurs, ça fait penser que Vettel nous a aussi fait presque la même chose. Enfin, il est juste allé s'encastrer dans les Tech Pro, sans casser l'aileron avant, pareil. Mais lui, il s'est pas planté.
il nous a quand même fait un très bon chrono, Vettel. Hein, si je dis pas de bêtises, je le retrouve. Bon, 9e temps, carrément, la Q3. On voit qu'il y a carrément deux salles, deux ambiances. Hein. Là-haut, vous avez Vettel. En bas, vous avez Stroll. Il y a 10 places d'écart. Ouais, il y a 10 places. On dirait pas, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a 10 places. Ça fait beaucoup, hein. Et c'était vraiment le seul événement dans cette séance de qualification, hein, autant le dire. Il n'y a pas eu grand-chose. Limite, je dirais que la Formule 1, tout au long de son week-end, a été plus calme que la Formule 2. La Formule 2, si j'y repense, je vous l'évoque en fin de vidéo. Si j'y repense, hein. Mais il y avait quand même autre chose à noter dans cette séance de qualification, c'est les 4 fantastiques, qui répondent au nom de Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen et Sergio Perez. Que ce soit en Q2 et en Q3, les 4, ils étaient seuls au monde. On avait 4 Formule 1, et après on a fait de la Formule 1.5. Tellement que ces 4 pilotes étaient, mais alors dans leur univers. Mais vraiment. Comment vous expliquer ça? Déjà, en Q2, nos 4 pilotes sont en moins de 3 dixièmes. En moins de 3 dixièmes. Ce qui est, vous me direz, c'est peut-être normal, hein, au vu des qualifications qu'il y a depuis le début de saison. Ouais, c'est vrai, mais de temps en temps, on a un ou deux pilotes qui arrivent à être à moins d'une seconde. Parce que là, le 5e, qui était Pierre Gasly, était quand même relégué à plus d'une seconde. De nos 4 fantastiques, là. Et puis en Q3, vous avez pu le voir dans le récapitulatif au tout début, on a quand même nos 4 pilotes qui se tiennent en moins de 5 dixièmes. Quand le 5e, qui est cette fois George Russell, est à plus de 1 seconde 3. C'est pour vous dire, et encore, le premier run en Q3, pardon, le premier run, il était encore plus serré parce qu'on avait Carlos Sainz meilleur temps et qui avait une avance de 47 millièmes sur Charles Leclerc. 47 millièmes, c'est rien du tout. C'est même pas un poil. Et il arrivait à défoncer les Red Bull à plus d'un dixième. Autant vous dire que cette qualification a été vraiment donnée. Mais il faut voir que déjà qu'on avait des Ferrari bien en forme dans les secteurs sinueux en ville. Et surtout, on avait des Red Bull très rapides dans le dernier secteur. Et encore, s'ils arrivaient bien à prendre le dernier virage qui conditionne tout le reste. Parce que sinon, c'était loupé. Mais voilà, quand je vois les écarts, on avait vraiment 2 écoles. Et vraiment. Et d'ailleurs, avec le début de saison, personne ne se rend compte un peu des écarts qu'il y a devant entre les Red Bull et les Ferrari. On a quand même ces écarts qui sont assez rapprochés. Il y a quand même, la plupart du temps, une demi-seconde entre ces 4 pilotes. Et quand il y a un autre pilote qui arrive, il arrive à être dans la même seconde, mais l'écart est assez éloigné quand même. Et surtout, ils ne sont pas nombreux, ils sont peut-être 1 ou 2. C'est un peu le paradoxe qu'il y a dans cette qualification. On sait que la plupart du temps, on aura au moins ces 4 pilotes devant. S'il y a un invité surprise, c'est parce qu'il y en a des 4 qui s'est carrément loupé, autant le dire. Et d'ailleurs, en parlant de loupé, je voudrais quand même évoquer Carlos Sainz, qui franchement nous a sorti un excellent chrono dans le premier run de la Q3 pour avoir la pole position. Et il a vraiment joué avec les murs, hein. Il faisait bisous, hein. Il les a touchés. Et c'est un peu dommage parce qu'en plus, ça a quand même coûté la pole de jouer avec les murs. Il avait franchement un très bon temps. Et puis, du coup, il se retrouve 4e, ce qui est dommage. Par contre, côté pole position, on retrouve à nouveau Charles Leclerc, 15e pole position en carrière pour le Monégasque. D'ailleurs, il est à une pole du nombre de Sterling Mons et Felipe Massa, hein, et on compte 16. Et d'ailleurs, c'est la 8e première ligne pour le Monégasque cette saison en 8 Grands Prix. C'est une série qui est en cours pour le Monégasque, hein, qui est quand même preuve de régularité, on peut le dire. Et d'ailleurs, je me suis amusé un peu à les regarder dans les statistiques. S'il continue, il pourrait atteindre le top 10 des premières lignes cumulées dès le Grand Prix d'Hongrie.
Donc ça veut dire que il pourrait accumuler 13 premières lignes sur le début de la saison, ce qui serait génial. Bon, déjà, pour arriver au Grand Prix d'Hongrie, il y a encore des courses entre deux, hein, donc c'est pas encore gagné. Et surtout une chose, avec un peu de chance, si, on va prendre des passettes, hein, on va dire avec des si il arrive à faire que des premières lignes jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi, eh ben, il arriverait à rentrer dans le top 3 des pilotes ayant accumulé des premières lignes en qualification. Le record, c'est Ayrton Senna avec 24 premières lignes qui allait du Grand Prix d'Allemagne 88 jusqu'au Grand Prix d'Australie 89. Pour l'instant, le deuxième, c'est encore Lewis Hamilton. Et puis surtout, si excusez-moi, je perds mes mots, si Leclerc arrive à accumuler des premières lignes comme ça, aller jusqu'à Abu Dhabi, et même au niveau, si je dis pas de bêtises, je veux dire le Grand Prix, je crois que c'est le Grand Prix d'Amérique à Austin. S'il y arrive, il pourrait peut-être battre un record que détient Alain Prost, qui en fait a accumulé 16 premières lignes en 16 Grands Prix sur toute une saison. C'était en 1993, pardon. Il y avait 16 Grands Prix en 93 et Prost était toujours en première ligne en qualification. Si Leclerc arrive à atteindre ce record, ça serait inédit. Et d'ailleurs, en moins ça serait une vraie régularité. Mais bon, on ne gagne pas un championnat avec le samedi, hein, malheureusement. Bon, enfin, on en prend conscience, mais c'est pas comme ça qu'on gagne des Grands Prix. Et sinon, qu'est-ce qu'on a encore dans cette qualification? Bon, on a encore des Red Bull qui sont en embuscade, hein, avec un Perez qui était candidat pour la pole, hein, très rapide, Sergio Perez. Pourtant, il a connu un petit souci moteur, de carburant qu'il a envoyé un peu trop tard en piste, hein. Et d'ailleurs, je crois que Verstappen aussi avait connu ce petit souci de moteur, hein, ce qui est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On l'évoquait, on a Russell, premier des autres, hein, devant Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Pas mal le pilote Mercedes. On a Vettel, comme je vous le disais, qui sauve les meubles chez Aston Martin. 9e temps, très bonne qualification pour le champion du monde allemand. Et par contre, on note aussi McLaren et Alfa Romeo qui se retrouvent bloqués en Q2. Hein, voilà. Ils se retrouvaient bloqués. Alors, McLaren, c'est un peu surprenant. Par contre, Alfa Romeo, il commence un peu à marquer le pas. Ce qui est un peu dommage. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait vu peut-être un Lewis Hamilton sous enquête, hein, qui avait roulé lentement pendant la Q2. D'ailleurs, là où c'était plein Lando Norris, il y avait une histoire de jeu d'aspiration, tout ça, on ne sait pas vraiment. Même Alonso aurait pu être inquiété pour une enquête, hein, parce qu'il nous a fait une Rosberg à un moment. Ça arrive. Mais voilà, c'était pas la grande folie en qualification, puis heureusement, hein, ça nous a reposé par rapport à ce qu'on avait vu à 2021. La grille de départ, d'ailleurs, elle s'affiche maintenant. Vous voyez qu'il n'y a aucune pénalité sur la grille, hein, donc les résultats donnent la grille. Tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Et on va passer sur le résumé du Grand Prix. Et je vais vous dire une chose. Il y a de quoi dire. Ah oui, il y a de quoi dire dans ce Grand Prix. On dirait pas, mais oui, on y va. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a vu un nouveau triplé Red Bull à Bakou avec la nouvelle victoire de Max Verstappen qui devance Sergio Perez devant George Russell 3ème sur sa Mercedes. La suite du classement avec Lewis Hamilton 4ème qui devance Pierre Gasly, Sébastien Vettel 6ème qui devance Fernando Alonso, qui devance les deux McLaren avec Daniel Ricciardo et Lando Norris. Esteban Ocon termine 10ème et le meilleur temps en course est au compte de Checo Pérez. Et oui, vous l'aurez remarqué, il en manque deux. Et putain, il en manque deux. Mais c'est vraiment... La course en elle-même, elle était pas terrible. Franchement, elle était pas terrible. Mais, bordel.
S'il y a bien un fait marquant que certains auraient bien voulu se passer, c'est un double abandon des Ferrari. Mais bordel, ce double abandon des rouges. La dernière fois, c'était à Monza en 2020. Pour des raisons diverses, hein. Je préfère préciser. Mais bon, Carlos Sainz, qui a un souci de frein ou d'hydraulique, pas encore précisé au moment où on enregistre. Enfin bon, il y a un truc à casser sur sa Ferrari, c'est sûr. Il abandonne, il fait un tout droit dans l'échappatoire. Bon, on se dit que voilà, il a fait une faute. Non, j'ai perdu les freins arrière. Ah, voilà, c'est moche. Ça, c'est la première chose. Et il y a un moment, on voit une fumée. On se dit, ça y est, on a élu un nouveau pape. Ouais, tu parles. Le pape de la caisse moteur pour Charles Leclerc. Mais bordel, en 3 grands prix, c'est le deuxième moteur qui casse pour Leclerc. En Espagne, on a eu le turbo, qui a vraiment fait un quick direct. Et là, c'est le moteur qui fume. Et à mon avis, ça devait pas de la bonne, hein, parce que vu la fumée que ça faisait, mais franchement, mais à quel moment tu dis que tu joues le titre, tu montes que tu seras dans le match dès la première course de la saison, que tu fais un doublé direct, que tu profites même des abandons de tes adversaires qui ont aussi des soucis mécaniques, que tu montres que tu as tes pilotes qui arrivent à faire des qualifications hors normes, qui arrivent à être au rendez-vous quand la mécanique veut bien, ou alors quand la stratégie ne foire pas. Mais putain, Ferrari, c'est pas possible. C'est une honte, sérieusement. Mais sérieusement, c'est inadmissible ce qui se passe à Scuderia. C'est inadmissible. Et là, vous voyez, je parle que de l'équipe qui a quand même 2 voitures qui ont des problèmes mécaniques. Mais à cela, je rajoute Guanyu Zhou, qui apparemment aussi a connu un problème moteur. Tout comme Kevin Magnussen, il y a un problème de fiabilité chez Ferrari qui touche non seulement son équipe et ses clients. Il y a un moment, je me dis, c'est du putain de foutage de gueule de la part des Italiens de Maranello. Mais vraiment. Bon, pendant 2 ans, ils ont été à la 17 parce qu'ils ont triché en 2019. Ils ont failli se prendre une fatwa. Ils ont pris plein la tronche. Ils ont mangé leur pain pendant 2 ans. Ils reviennent en 2022. Ils sont en forme. Ils lancent direct. On joue le titre. C'est vrai, ils peuvent jouer le titre. Mais là, ils se prennent en 5 Grands Prix, ils se prennent un 5-0 de la part de Red Bull. Parce qu'ils sont pas foutus d'avoir une bonne fiabilité sur les moteurs en la voiture. Ils sont pas foutus de faire des bonnes stratégies. Autant le dire. Hein, parce que Miami, ça a été n'importe quoi. Monaco, je n'en parle même pas. On a même vu un Charles Leclerc pester à mort quand il a fait son arrêt au stand à Monaco. Et d'ailleurs, franchement, Leclerc à Monaco, je le comprends. Hein, on lui dit non, tu rentres. Non, reste dehors, c'est dehors. Bah, c'est trop tard, c'est dehors. Mais bordel, mais qu'est-ce qui se passe à Maranello? Ça se casse la gueule en moins de 2. Mais en moins de 2, ça s'effondre. Mais c'est inadmissible. Elle est où la grande Scuderia? Elle est où la grande Scuderia de Enzo Ferrari? Elle est où, putain? Là, on a des clowns, on a des guignols. Pas foutu de faire des voitures qui tiennent un grand prix. Pas foutu d'avoir 2 voitures qui sont devant. Alors, pour la deuxième voiture de devant, oui, certains vont dire, ouais, mais ça faute à Sainz. Peut-être. Ça, c'est vous qui le dites. Moi aussi, je voudrais bien dire, ouais, ça faute de Sainz qui est pas dans le coup. Mais non. Déjà, Sainz, il est quand même au rendez-vous quand il ne se fait pas sortir ou quand il fait une erreur. Quand il fait pas ça, il est au rendez-vous, l'Espagnol. Et franchement, il aurait pu l'être aussi là en Azerbaïdjan. Mais non, il y a putain de problème hydraulique de ces morts qui vient lui ruiner sa course. Et après, c'est le moteur de Leclerc qui part en fumée. Non mais là, franchement, je comprends pas. Je comprends pas de ce qui se passe chez Ferrari. Alors après, vous avez un Mattia Binotto qui essaie quand même de réduire la voilure, de philosopher, hein, en disant, bon voilà, on a eu des problèmes,
ça arrive. On espère aussi avoir un retour des clients. Pour l'instant, on est qu'au début de la saison. Oui, bien sûr, on est qu'au début de la saison, hein. On est au 8e Grand Prix, hein. La moitié de saison, c'est dans un mois. Quand je dis dans un mois, c'est le 10 juillet, en Autriche. C'est vrai qu'on est toujours en début de saison, hein. Mais bordel. Mais très honnêtement, je comprends pas comment Ferrari a pu chuter à ce point-là, a pu se casser la gueule comme ça, en très peu de temps. Mais très honnêtement, c'est du n'importe quoi. Parce que, vous voyez, il y en a qui disaient, oh bah ça y est, Ferrari a plié le game au bout d'une 3 Grands Prix. Hein, c'est ce qu'ils ont dit. Au bout de 3 courses, Ferrari a plié le game. Là, j'ai envie de dire, Red Bull est en train de plier sérieusement le game. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, puisque on a encore beaucoup de courses derrière. On a encore, allez, si je fais le calcul, on a encore 10, on a encore 14 courses derrière. On a encore 14 courses derrière. Et Red Bull peut vraiment plier le game. C'est en cours, hein. Parce que là, ils viennent de faire un 5-0. Et si ça continue, ça va être marrant après pour les rattraper. Parce que vous verrez au classement. Bah, attendez. Je peux vous le dire au classement. Red Bull, Ferrari, au constructeur, il y a 80 points d'écart. Il y a 80 points d'écart après ce Grand Prix. C'est incroyable, hein. C'est honteux, c'est inadmissible, c'est du grand n'importe quoi de la part de Ferrari. C'est du foutage de gueule. Je comprends pas comment la fiabilité peut être mise à mal comme ça à la Scuderia. Quand je compare par rapport à l'année dernière, que pour Ferrari, je suis pas allé chercher chez Alpha ou chez As. Ferrari n'a connu qu'un seul problème technique sérieux en 2021, et c'était à Monaco. Ils en ont connu qu'un seul. Là, en 8 Grands Prix, ils en connaissent 3. 2 problèmes moteurs, un problème hydraulique. À quel moment Ferrari se dit, on va peut-être faire quelque chose? Ou à moins qu'ils attendent que la presse italienne les allume dans leurs journaux. J'en sais rien, c'est peut-être qu'ils attendent de ça, hein. Ou d'ailleurs, peut-être que la presse italienne n'est pas assez sanglante face à la Scuderia. Parce que attention, Ferrari, c'est religieux chez eux. Faut pas y toucher. Attention, c'est le Saint Graal. Mais quand même, là, de ce qui se passe, c'est affolant. Et surtout, il n'y en a pas un qui réagit. D'ailleurs, je me demande à quel moment Mattia Binotto peut encore rester à son poste. Très honnêtement. Et je sais pas, on pourrait peut-être pas rappeler Laurent Mekies pour qu'il prenne sa place à Binotto. Binotto, il reste à l'usine. Mekies, tu le mets à sa place sur le muret des stands. Je suis sûr, il dirige l'équipe comme il faut. J'en suis sûr. D'ailleurs, il faisait très bien quand Binotto d'ailleurs n'était pas là. Ça serait cool qu'il y ait un petit changement en interne très rapidement à la direction du Ferrari. Alors, il y en a qui vont dire, non, mais tu dis ça, mais ça va prendre du temps et tout. Oui, peut-être, mais au moins, ça va sûrement les réveiller. Peut-être qu'ils vont se dire, bon, bah voilà, on va peut-être se prendre un petit coup de pied au cul et faire quelque chose pour redresser la barre. Ils ont intérêt d'ailleurs, parce que les Grands Prix qui arrivent, hein, on a Montréal, hein, donc le Canada, on a Grande-Bretagne, excusez-moi, je me perds dans le calendrier. On a l'Autriche. À mon avis, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour Ferrari. Mais ouais, je comprends pas comment ils ont pu tomber comme ça en 5 courses. 5 courses. Bon, après, on peut accuser les pilotes. C'est peut-être pas faux. Mais bordel quand même. Bordel. Franchement, c'est du n'importe quoi. Franchement, on va avoir une rupture de Prozac dans le monde entier venant de la part des tifosi. Ça pourra devenir inquiétant. Mais enfin bon, avec ce gros rebondissement, bah, ça a ouvert vraiment la voie au Red Bull. Hein, la preuve, 5e victoire d'affilée. Donc,
pour Red Bull, la quatrième dans la série de 5 pour Max Verstappen, la 25e victoire en carrière d'ailleurs pour le Hollandais, autant l'ajouter, et surtout le troisième doublé de l'année pour Red Bull. Ouais, ouais, il faut le dire parce que après, après l'Émilie-Romagne, après l'Espagne, voilà, je cherche les mots, c'est pour vous dire, et ben la troisième là, à Bakou. Et voilà. Et pourtant, et pourtant, dans ce doublé, on va pas se mentir, on aurait bien voulu voir Pérez être devant, autant le dire, hein. C'est vrai qu'il a connu une énorme dégradation sur ses pneus arrière dans le premier relais, pourtant il avait fait le job Pérez. Dès le départ, il prend le leadership de la course. Franchement, c'était très bien joué. Mais très bien, vraiment. Et bon, c'est dommage ça, il a perdu en rythme au fur et à mesure. D'ailleurs, quand Verstappen l'a passé, il a dit, bon, peut pas me battre, c'est pas la peine. Et c'est un peu dommage. Et c'est un peu dommage, pourtant il était vraiment dans un très bon rythme, le Mexicain. D'ailleurs, on le voyait, hein, il arrêtait pas d'aligner les meilleurs tours en course. Il était très bon, mais l'écart grandissait au fur et à mesure. Sinon, de cette course, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu deux virtual safety cars, hein, qui d'ailleurs ont aidé deux pilotes qui ont réussi une très bonne course, à savoir Pierre Gasly et Daniel Ricciardo, hein. Ils ont réussi deux bonnes stratégies, les pilotes. On l'évoquera tout à l'heure. Ça a quand même pu permettre déjà à Gasly d'être cinquième. Lui qui a été pourtant quatrième pendant un moment. Et surtout à Ricciardo qui a très bien mené ses pneus du départ, hein, qui n'étaient pas du tout réticules, qui étaient dans le même temps que Lando Norris. Lando Norris, il faisait du 1,50.4 en pneu médium, pendant que Daniel Ricciardo faisait du 1,50.5, 1,4 pardon, en pneu dur. Hein, il était très bon, l'Australien. Il avait un très bon rythme de course. Ça fait plaisir à voir d'ailleurs. Et puis, ben, c'est tout. Comme je vous le disais, c'était une course calme. Hein, c'est quelques beaux dépassements, hein, on va pas se mentir. Mais dans son ensemble, hein, c'était calme. Les pilotes étaient calmes. Il n'y a pas eu de grosses surprises, hormis chez Ferrari. Hein. Mais bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Hein. Quoique, on pourrait le faire, hein, me tirer sur l'ambulance. On pourrait le faire aussi. Et vous pouvez aussi le faire. Hein. N'hésitez pas. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Bah, ce que je vous propose, c'est de passer quand même au bilan des équipes. Hein. On va commencer par les leaders du championnat. Hein, Red Bull. Hein. De toute façon, il n'y a rien à dire sur Red Bull. Hein. La course a été parfaite. La 25e victoire de Max Verstappen. Donc. Et franchement, ils n'ont pas forcé. Hein. Même si Perez a pris un très bon envol au départ, ils n'ont pas vraiment forcé. Autant le dire, hein. D'ailleurs, ça me fait penser, on dirait un copier-coller de 2021 en termes de rythme de saison. Hein. À un moment, oui, quand même, ils alignaient 5 victoires sur 5 Grands Prix. Hein. D'ailleurs, avec même les résultats, hein, 4 victoires de Verstappen et une victoire de Perez. C'est pour vous dire que Red Bull peut nous refaire la même comme 2021, ce qui serait pas déconnant. Puis ils peuvent les games très rapidement, hein, comme je vous ai dit. Ça serait pas surprenant vu les résultats. On va quand même évoquer Ferrari, hein, où je retiens que la qualif. Voilà, pour le reste, après je parlerai d'eux quand ils auront une putain de bonne fiabilité, hein. Fiabilité. Faut l'incruster dans la tête, ça, chez Ferrari. Fiabilité. Un turbo qui ne couine pas. Un moteur qui ne fume pas. Un hydraulique qui ne fuit pas. Et deux voitures qui marchent correctement. Bordel du cul. Fiabilité. Ils ont intérêt à se le rentrer dans la tête, ce mot-là. Parce que sinon, je crois qu'ils vont se faire allumer dans le monde entier. Hein. On passe à Mercedes, qui sont vraiment les grands gagnants des déboires de Ferrari. Autant le dire, parce que nouveau podium porte George Russell. Et surtout, une excellente course de Lewis Hamilton. Franchement, très, très belle course du champion du monde. Qui a encore passé du temps derrière les Alpines. Hein. On avait marre de voir leur cul à ceux-là. Surtout, belle course avec Pierre Gasly. Hein. Faut le dire aussi.
Et surtout, quand même, je salue quand même cette course d'Hamilton qui est sorti de sa voiture complètement cassée par le marsuinage qui subit sur sa W13 là. Même Toto Wolff lui a dit en fin de course, hein, désolé de te donner cette voiture de merde, autant le dire. Mais c'est vrai que Hamilton, bah, il a morflé. Alors, il y en a qui diront, ouais, mais bon, Hamilton, il chute tout le temps, hein, ils ont qu'à faire des réglages et tout, au pire, il a qu'à arrêter. Ben, je vais vous dire quelque chose. Le marsouinage, c'est quelque chose déjà qui était connu dans les années 70-80, quand on avait déjà cet effet de sol. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai revu le duel Arnaud Villeneuve de Dijon en 79, et on voyait que les voitures rebondissaient aussi, hein. C'est d'ailleurs pour vous dire que certains pilotes souffrent de problèmes neurologiques en cause, bien sûr, les marsouinages et puis aussi les accidents de l'époque, hein. Et c'est ça que Hamilton pourrait souffrir par la suite, et même tous les pilotes du plateau, hein, si le marsouinage continue à être si violent que ça, déjà des problèmes musculaires, des problèmes neurologiques, et surtout bah, qui pourrait avoir un énorme accident, parce que les voitures, à force de rebondir, se décalent dans les lignes droites, puis je vous raconte pas s'ils perdent les freins, ça serait catastrophique. Mais on a quand même senti un Hamilton cassé à la fin de ce Grand Prix. Et d'ailleurs, il y a Toto Wolff qui a expliqué à Sky Sports Allemagne que Hamilton pourrait peut-être manquer le Grand Prix du Canada. Ça reste encore à surveiller, mais c'est vrai que ça devient inquiétant ce problème. Alors, certains diront, bah, ils ont qu'à relever la hauteur de caisse, hein. Oui, on pourrait faire ça, mais c'est pas en relevant la hauteur de caisse que le marsouinage va être supprimé et aussi que la performance sera meilleure. On le sait parce que si on remonte la hauteur de caisse de la voiture, ok, il n'y a pas de marsouinage, mais il n'y a pas de performance. On espère que la FIA va prendre ce sujet très au sérieux. On l'espère, ce qui n'est pas vraiment le cas. On continue dans ce bilan avec McLaren, hein, qui nous a fait quand même un beau rattrapage après une qualification carrément ratée, hein. Norris 11e et Ricciardo 12e à la qualification, hein. Je retiens quand même la belle course de Daniel Ricciardo d'ailleurs, qui avait un très bon rythme et qui finit devant Norris à la régulière. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il termine devant Norris cette saison, hein, avec Norris quand il est encore en course, hein. La dernière fois, c'est quand il avait abandonné. C'était à Miami de mémoire. Et je vais vous dire quelque chose, Ricciardo il a terminé 8ème, mais je pense qu'il aurait pu terminer 7ème si Norris ne l'avait pas bloqué en début de course, hein. D'ailleurs, on a entendu Ricciardo dire j'ai un meilleur rythme que Norris, est-ce que je peux passer? D'accord, on était qu'en début de course, mais McLaren ne l'a pas fait, ce qui est dommage d'ailleurs. Et puis je pense que oui, il aurait pu gagner une place supplémentaire, Ricciardo. C'est vrai qu'il était très en verve pendant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et puis il y avait aussi la stratégie de fin pour essayer de revenir tout ça sur Alonso. Bon, ils ne sont jamais revenus. Et d'ailleurs, Norris a pesté. Ils auraient pu mal finir les deux. Je ne sais pas pourquoi. Ils auraient pu mal finir. D'ailleurs, je vais parler d'Alonso. Eh bien, on va parler d'Alpine, hein, qui est encore présente dans les points. Tant mieux pour eux. C'est encore une belle course pour l'équipe française, hein, qui avait une très bonne vitesse de pointe dans le dernier secteur, hein, puisqu'on arrivait à se rapprocher des 330 km/h, voire plus dans la ligne droite, surtout au radar. Surtout que le radar est très reculé, hein, le radar FIA, hein, attention. Et c'est vrai qu'Alonso nous a fait encore une course solide, et surtout, l'Espagnol nous bat un record de longévité en Formule 1. 21 ans de présence en Formule 1. Ah là là, ils se sont encore jeunes, l'Espagnol. Et bah ça se voit, hein, il a encore la fougue, hein. La fougue du 20 ans. Il nous signe quand même un sacré record, l'Espagnol. Et puis surtout, il nous fait encore un très bon résultat, 7ème dans ce Grand Prix, avec un Esteban Ocon 10ème certes, un peu discret, mais quand même, qui a quand même essayé de progresser un peu dans la hiérarchie après une qualification pas terrible, hein, à cause des drapeaux jaunes et tout ça, mais quand même qui ramène un point, et tant mieux pour moi.
ça nous efface un peu le résultat de Monaco. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et on espère que les Alpines seront encore plus haut par la suite dans le classement des courses. On va passer à Alfa Romeo cette fois-ci avec un week-end un peu compliqué pour Alfa, qui sont un peu passés inaperçus, il faut l'admettre, hein, comme Bottas, carrément pas d'un coup de tout le week-end. Ce qui est dommage, lui qui a enchaîné vraiment en début de saison les Q3, hein, il était vraiment dans le rythme. Et ben là, très très loin le pilote finlandais, ce qui est dommage. On a quand même à noter le très bon week-end de Guanyu Zhou, qui quand même faisait de très bons temps en qualification. Hein. À un moment, il est arrivé à faire le 5e temps. Malheureusement, il ne s'est pas très bien qualifié. Et surtout, sa course a été gâchée par un problème moteur. Hein. Coucou Ferrari. Ce qui est un peu dommage, c'est en demi-teinte pour Alfa Romeo. Ça termine loin. Ce qui est un peu dommage. On passe à la suite avec AlphaTauri qui nous fait le meilleur week-end depuis ce début de saison. Ah ouais, les deux voitures dans la Q3 en qualification et qui auraient pu être aussi dans les points, il faut le dire. Hein. Bon, déjà, on a eu une très belle course de Pierre Gasly, la meilleure course de la saison et surtout une très belle stratégie. Merci la Virtual Safety Car. Et surtout la belle bataille avec Hamilton, ça nous a un petit peu régalé. Ça nous a fait penser à autre chose, en tout cas. Et puis on a aussi Tsunoda, où la course a été complètement foutue par un aileron. Il y a un flap de DRS scotché. Hein. Ben, je vous jure. Quand on a vu qu'il se passe qu'en fait, si vous n'avez pas vu le Grand Prix, le flap de l'aileron arrière s'ouvrait à moitié. En gros, là où le DRS ne s'ouvre pas normalement, ça s'ouvrait et vous aviez tout le système du DRS qui était carrément désossé, désaccouplé du flap de l'aileron. Bref, aileron arrière avec un flap cassé en deux. Et donc du coup, avertissement, bon voilà, problème technique sur la voiture. Bon ok, ça sent l'abandon pour le Tsunoda. V'là-t-il pas que AlphaTauri nous sort le scotch alu, on fout 2-3 morceaux et vas-y ma poule repart. Ça a tenu. Alors, du scotch en Formule 1, c'est sûr, on prend pas n'importe quoi. Hein. Déjà, on peut voir du scotch dit Capton, hein, c'est un scotch un peu brillant. Je sais pas si j'ai sous la main. Non, je l'ai pas. Sinon, je vous l'aurais montré. Attends, je regarde encore une fois. Non, je l'ai pas sous la main. Un scotch anti-chaleur. On a aussi des scotch alu. On a des scotch avec fibres intégrées dedans pour que ça soit plus résistant. Ah bah là, AlphaTauri, ils nous sortent le scotch alu. 3 morceaux. Repart. Bon, tout ça, c'était pour une 13e place. Ce qui est un peu dommage, vous me direz. Mais quand même, on s'est dit, ça y est, on s'est retrouvé en NASCAR. Eh ben, dis donc. D'ailleurs, en parlant de NASCAR, on va parler de Haas, qui nous a fait une course un peu anonyme. Et ce qui est dommage, d'ailleurs, parce que on avait un Kevin Magnussen qui nous réalisait une belle performance dans ce Grand Prix, qui arrivait à se rapprocher de la zone des points. Et pourtant, pareil, moteur qui commence à fumer. Coucou Ferrari. Que voulez-vous? Et puis Mick Schumacher, un peu absent, mais au moins il s'est pas craché. C'est essentiel. Il termine 14e, Mick Schumacher. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas été dans le coup dans le week-end. Hein. Bon, déjà, il a eu une fuite d'eau en début de le vendredi matin. C'est un peu dommage. Mais pas une course terrible pour Haas. On passe à Aston Martin, ou alors là, on a des ambiances, que je vous le disais, avec Vettel ici, Stroll qui est là. Et d'ailleurs, c'est Vettel qui nous a quand même fait une très belle course, malgré une gaffe sur Esteban Ocon. Oh là là là. Il nous a fait un dépassement, il nous freine trop tard. Et puis finalement, non, je vais pas tourner, je vais aller dans l'échappatoire. Oh, Seb, qu'est-ce que tu nous fous, bordel? Franchement, pour le coup, ça a été dommage. Hein, Enfin, mieux vaut qu'ils prennent l'échappateur que les Tech Pro, hein, autant le dire. C'est un peu dommage, mais voilà, il rattrape quand même une course par Aston Martin, hein, qui n'a pas été terrible. Puis alors, Stroll, hein, puis en plus, il est rentré au stand, problème de vitesse, tout ça.
Donc voilà. Et on va terminer avec Williams, avec Latifi qui s'est illustré. Déjà, bon, qui se prend une pénalité à stop and go de 10 secondes pour une erreur de son équipe, hein, qui le recule sur la grille au moment où il faut évacuer les mécaniciens. Ce qui est, ce qui est complètement idiot comme pénalité, je vous jure. Bon, on peut voir des mécaniciens rester auprès de la voiture, hein, comme ça, oui, ça peut arriver, mais c'est dommage que ça soit le pilote qui en prenne, qui prenne la pénalité, quoi, c'est dommage. Puis surtout, bah, encore l'histoire des drapeaux bleus, hein. C'était déjà le cas à Monaco, décidément. Et puis du côté d'Alex Albon, un peu une course discrète, hein, qui il termine un peu loin, hein, 12e, le Thaïlandais. Je pense qu'il aurait même pu profiter des points s'il y avait du gros fait de course, mais bon, c'était pas vraiment le cas. Ça, c'était pour le bilan des équipes. Je vous propose de passer au classement pilote et constructeur. Et là, ça va commencer à piquer. Vous allez comprendre, on y va. Le classement pilote avec pour commencer Max Verstappen, 150 points de marqué par le leader du championnat qui devance son coéquipier Sergio Perez avec 129 points. Il y a 21 points d'écart, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, on a Charles Leclerc qui a 116 points, soit 34 points d'écart avec Verstappen. C'est énorme. Et pour vous dire que George Russell, qui est 4ème du classement avec 99 points, n'est qu'à 17 points du pilote Ferrari. Et quand on sait que Russell est très bon en régularité, ça pique. Derrière, on retrouve Carlos Sainz avec 83 points, devant Lewis Hamilton qui en compte 62. Lando Norris en compte 50 points, qui est 7ème. Valtteri Bottas 8ème avec 40 points. Il devance les Français Esteban Ocon qui en compte 31 et Pierre Gasly qui en compte 16 pour le top 10. La deuxième partie de tableau, Fernando Alonso lui aussi a 16 points dans ce classement. Il devance Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo qui en compte 15. Sébastien Vettel en compte 13. Yuki Tsunoda 11. Derrière, Alex Albon 3 points. Devant Lance Stroll qui en compte 2. Guan Yu Zhou qui en compte un seul point pour l'instant. Et derrière, Mick Schumacher, Nico Hülkenberg, Nicolas Latifi à 0 points. On espère que, limite, on va peut-être prendre des paris pour savoir qui de Schumacher ou Latifi marquera un point en premier. Hein. Les paris sont ouverts. Et du côté des constructeurs, bah, je vous l'avais évoqué, hein, Red Bull, vous voyez, 279 points, soit 80 points d'avance sur Ferrari qui en compte 199. C'est énorme. Et pour vous dire, hein, l'écart entre Ferrari et Mercedes qui compte 161 points, il n'y a que 38 points d'écart entre les deux. Ça aussi, ça commence à piquer. Derrière, c'est une autre ligue puisqu'on retrouve McLaren avec 65 points qui devance Alpine qui compte 47, qui est passé devant Alfa Romeo qui compte 41 points, Alpha Tauri toujours 7ème avec 27 points, pardon. As 8ème avec 15 points, Aston Martin pareil 15 points mais faveur de As et Williams qui en compte 3. Voilà pour le classement pilote constructeur et de ce week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a été très calme, hein, contrairement aux courses de Formule 2, on a eu beaucoup d'accrochages. Hein. D'ailleurs, à noter qu'on est beaucoup à surveiller les performances de Amaury Cordel hein, dans l'équipe Vaher Motorsports. Enfin, on est beaucoup, c'est pas pour ses exploits qui sont exceptionnels. C'est plutôt une catastrophe ce pilote belge. Et d'ailleurs, dans la course principale de la F2, il est carrément grimpé sur Caldwell, qui, je ne sais plus pour quelle équipe il roule, mais confuse. Enfin bref, Amaury Cordel a tellement accumulé de points de pénalité sur son permis qu'il est tout simplement suspendu de la prochaine manche à Silverstone. Comme quoi, ça va le faire réfléchir et on se dit, enfin, karma. Ça déjà c'est la bonne nouvelle. On salue bien sûr la nouvelle victoire de Toyota au 24 heures du Mans, la 5e d'affilée, la 4e de la Toyota numéro 8. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. N'hésitez pas à commenter et à partager bien sûr.
On voudrait bien voir vos avis, surtout sur la grande performance de Ferrari. On se retrouve très vite parce qu'on aura le Grand Prix du Canada. Ça va arriver très vite, ça aussi. Et je pense que là aussi, ça va être un petit peu spectaculaire. En tout cas, merci à vous, bravo, et à bientôt.